Bonjour. Afin d'améliorer vos connaissances pédagogiques, je propose 10 textes sur la méthode philosophique. Premier texte, la connaissance mathématique est d'abord un accord de l'esprit avec lui-même. Je cite Alain dans son livre Idées, Introduction à la philosophie, première partie. Alain dit, nos idées, par exemple, de mathématiques, d'astronomie, de physique, sont vraies, ont deux sens. Elles sont vraies par le succès. Elles donnent puissance dans ce monde des apparences. Elles nous y font mettre soit dans l'art d'annoncer, soit dans l'art de modifier selon nos besoins ces redoutables ombres au milieu desquelles nous sommes jetés. Mais si l'on a bien compris par quel chemin se fait le docteur mathématique, ils sont faux de beaucoup que ce rapport à l'objet soit la règle suffisante de bien penser. La preuve, selon Euclide, n'est jamais d'expérience. Elle ne veut point l'être, ce qui fait notre géométrie, notre arithmétique, notre analyse. Ce n'est pas premièrement qu'elle s'accordait avec l'expérience, mais c'est que notre esprit s'y accorde avec lui-même, selon cet ordre de simple au complexe qui veut que la première définition, toujours maintenue, commandait toute la suite de nos pensées. C'est ce qui étonne d'abord les disciples, que ce qui est le premier à comprendre ne soit jamais le plus urgent ni le plus avantageux. L'expérience avait fait découvrir qu'il faut de calcul et de géométrie pour vivre, bien avant que la réflexion se fût mise en quête de ces preuves subtiles qui refusaient le plus possible l'expérience et mettaient en lumière cet ordre selon l'esprit qui veut se suffire à lui-même. Il faut arriver à dire que ce genre de recherche ne vise point d'abord à cette vérité que le monde confirme, mais à une vérité plus pure, toute d'esprit ou qui s'efforce d'être telle et qui dépend seulement de bien penser. Alain, Introduction à la philosophie, première partie, Platon, chapitre 5, la caverne. Hein? Les passions et la sagesse. Deuxième texte, Kant, la connaissance expérimentale est un composé des réceptions et de notre activité. Kant dit, tout d'abord, il est nécessaire de nous expliquer aussi clairement que possible sur notre opinion en ce qui concerne la constitution de la connaissance sensible en général, pour prévenir toute fausse interprétation à ce sujet. Nous avons donc voulu dire que toute notre intuition n'est que la représentation du phénomène, que les choses que nous intentionnons ne sont pas en elles-mêmes telles que nous les intentionnons, que leurs rapports ne sont pas constitués en eux-mêmes tels que nous apparaissent, et que si nous faisons abstraction de notre sujet, ou même seulement de la nature subjective de nos sens en général, toute la manière d'être et tout le rapport des objets dans l'espace et dans le temps, et même l'espace et le temps disparaissaient, puisque en tant que phénomène, ils ne pouvaient pas exister en soi, mais seulement en nous. Quant à ce que peut être la nature des objets, on est même une abstraction faite de toute cette réceptivité de notre sensibilité. Elle nous demeure toutefois inconnue. Nous ne connaissons que notre mode de le
percevoir, mode que nous est particulier, mais qui peut fort bien n'être pas nécessaire pour tous les êtres, bien qu'il le soit pour tous les hommes. C'est à ce monde seulement que nous avons affaire. L'espace et le temps en sont le forme pure, la sensation en général, on est la matière. Nous ne pouvons, ne pouvons, nous ne pouvons, euh, nous ne pouvons connaître ces formes qu'a priori, c'est-à-dire qu'avant toute perception réelle. Et c'est pour cela qu'elles ont le nom d'intuition pure. La sensation, au contraire, est dans notre connaissance, ce qui fait qu'elle se nomme connaissance a posteriori, c'est-à-dire intuition empirique. Ces formes sont absolument et nécessairement ignorantes à notre sensibilité de quelque espèce qui puisse être nos sensations. Les sensations peuvent être très différentes. Quand même, nous pourrions porter notre intuition à nous sans plus haut point de clarité. Nous n'arriverions pas ainsi plus près de la nature des objets en soi. En effet, nous ne connaîtrions en tout cas parfaitement que notre mode d'intuition, c'est-à-dire notre sensibilité toujours soumise aux conditions du temps et de l'espace, originairement ignorantes au sujet, c'est qu'elles, euh, euh, ces objets ces objets peuvent être en eux-mêmes, nous ne connaîtrions jamais, même par la connaissance la plus claire des phénomènes de ces objets, seule connaissance que nous est donnée. Immanuel Kant, Critique de la raison pure, 1787, Esthétique transcendantale, première section. Euh, voilà le titre de notre texte, La connaissance de la réalité. Troisième texte, Karl Popper. Karl Popper dit dans ma conception, il n'y a rien qui rassemble à de l'induction. Aussi, pour nous, est-il logiquement inadmissible d'inférer des théories à partir d'énoncés singuliers vérifiés par l'expérience. Quoi que cela puisse vouloir dire, les théories ne sont donc jamais vérifiables empiriquement. Toutefois, j'admettrai certainement qu'un système n'est empirique ou scientifique que s'il est susceptible d'être soumis à de tels expérimentaux. Ces considérations suggéraient que c'est la falsifiabilité et non la vérifiabilité d'un système qu'il faut prendre comme critère de démarcation. En d'autres termes, je n'exigerai pas d'un système scientifique qu'il puisse être choisi une fois pour toutes dans une acception positive, mais j'exigerai que sa forme logique soit telle qu'il puisse être distingué au moyen de tels des tests empiriques dans une acception négative. Un système faisant partie de la science empirique doit pouvoir être réfuté par l'expérience. Karl Popper, Logique de la découverte scientifique, 1934. Quatrième texte, Nietzsche, la méthode est un acquis aussi important que le résultat. Nietzsche dit à tout prendre, les méthodes scientifiques sont un aboutissement de la recherche au moins aussi important que n'importe quel autre de ces résultats, car c'est sur l'intelligence de la méthode que repose l'esprit scientifique et tout le résultat de la science ne pourrait empêcher si le dite méthode venait à se perdre un recrudescence de la superstition et de l'absurdité reprenant le dessus de gens intelligents peuvent bien
apprendre tout ce qu'il voulait du résultat de la science. On n'en remarque pas moins à leur conversation, et notamment aux hypothèses qui paraissaient que l'esprit scientifique leur fait toujours défaut. Ils n'ont pas cette méfiance instinctive pour les aberrations de la pensée qui a pris racine dans l'âme de tout l'homme, de tout homme de science à la suite d'un long exercice. Il leur suffit de trouver une hypothèse quelconque sur une matière donnée et le voilà tout feu, tout flamme pour elle s'imaginant qu'ainsi tout dit, avoir une opinion, c'est bel et bien pour eux, sans faire les fanatiques la prendre dorénavant à cœur en guise de conviction. Y a-t-il une chose inexpliquée? Il se chauffait pour la première fantaisie que leur passe par la tête et ressemble à une explication. Il en résulte continuellement, surtout dans le domaine de la politique, les pires conséquences. Nietzsche, Humain, tronc humain, chapitre 9, paragraphe 635. Cinquième texte, Martin Heidegger. Martin Heidegger dit, cette phrase, la science ne pense pas, qui a fait tant de bruit, lorsque je l'ai prononcée, signifie la science ne se meut pas dans la dimension de la philosophie, mais sans le savoir, elle se rattache à cette dimension. Par exemple, la physique se met dans l'espace et le temps et le mouvement. La science, en tant que science, ne peut pas décider de ce qu'est le mouvement, l'espace, le temps. La science ne pense donc pas. Elle ne peut même pas penser dans ce sens avec ses méthodes. Je ne peux pas dire, par exemple, avec les méthodes de la physique, ce qu'est la physique. Ce qu'est la physique, je ne peux que le penser à la manière d'une interrogation philosophique. La phrase « la science ne pense pas » n'est pas un reproche, mais c'est une simple constatation de la structure interne de la science. C'est le propre de son essence, que d'une part, elle dépend de ce que la philosophie pense, mais que d'autre part, elle oublie elle-même et néglige ce qui exige là d'être pensé. Martin Heidegger, qu'appelle-t-on penser? La critique de la science comme ce que ne pense pas. Voilà notre intervention consacrée, texte sur la méthode philosophique est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.